On a parlé de météo tout à l'heure et on a parlé que l'eau potable est quelque chose à considérer. Maintenant, il faut trouver une façon de filtrer cette eau et on va en parler dans un instant. Lorsque nous avons de l'eau, chose intéressante, c'est que l'eau dissout facilement toutes sortes de choses. On utilise l'eau pour se laver, on utilise l'eau pour... il y a des organismes qui utilisent l'eau comme environnement pour vivre, comme des bactéries ou des poissons. Il y a aussi quelques produits chimiques qui se dissouent dans l'eau. Donc, par exemple, il y a certaines personnes qui vont prendre certaines substances pour faire certains jus, certaines sauces ou autres. Donc, dans l'eau ici, il y a des particules physiques, il y a la chimie et il y a la biologie. Lorsqu'on parle de filtration d'eau, il y a quelques petites choses à considérer. Bien sûr, on veut enlever je ne sais pas, la glaise, les particules de poussière, de sédiments ou de branches, de feuilles qui peut y avoir comme solide dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose que l'on veut faire. Donc en classe, cette semaine, on a voulu faire un filtre. Je suis allé au ruisseau près de l'école et j'ai ajouté de la terre, des feuilles, des branches et autres. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouvait avec une eau qui était très brune. Et je leur ai dit, essayons de trouver une façon de filtrer celle-ci. Alors, la première chose que l'on pensait utiliser, c'est il faut trouver une façon pour enlever les particules physiques. Donc, je vais utiliser un entonnoir ici pour juste donner un exemple. Alors, une chose qu'on a pensé, c'est qu'on pouvait utiliser un filtre comme ceci. Donc, en classe, pour que ça ne coûte pas très cher, j'avais des filtres à café. Alors, n'oubliez pas, quelqu'un qui fait un café, il y a un filtre en papier, par exemple. Les grains de café vont rester dans le filtre et on se retrouve avec le café. Donc, ça, c'est un exemple. On peut utiliser des filtres qui sont des filtres de laboratoire. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que différents filtres, que ce soit en tissu ou en papier, peuvent avoir des espaces pour faire couler différentes grosseurs de particules. Les filtres à café, peut-être que c'est des mailles comme ceci. Ce sont des mailles qui sont assez grandes pour faire passer l'eau et la saveur du café. Par contre, si nous allons en laboratoire de sciences, on peut avoir des filtres en papier où les particules de papier sont beaucoup plus près l'un de l'autre et donc on se retrouve avec beaucoup plus de particules qui sont conservées dans le filtre et donc l'eau se retrouve plus claire. Un autre exemple serait par exemple si nous avons, il y a des élèves dans ma classe qui ont dit pourquoi n'utilisons-nous pas des masques? Vous savez, on vient de passer à travers cette pandémie de COVID. Nous avions ces masques que les docteurs utilisent. Et il y a deux équipes qui ont dit on veut utiliser cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que les masques, pour se protéger de l'extérieur pour les virus ou pour garder les virus pour ne pas affecter notre environnement, ces masques ont des mailles qui sont beaucoup plus petites, comme ceci, de façon à ce que les virus peuvent rester pris, mais qu'on peut respirer avec l'air. Les choses qu'ils ont réalisées, c'est que lorsqu'on utilisait des masques que les docteurs utilisent, souvent ceux-ci sont faits de plastique, quelques-uns étaient faits en tissu. C'était très difficile. Ceux qui sont faits pour les docteurs, l'air peut passer, mais l'eau ne passait presque pas. Les mailles étaient tellement petites que les molécules d'eau avaient de la difficulté à passer. Donc, on a pris un masque, on a passé d'un masque de docteur à un masque de tissu et à ce moment-là, l'eau a passé. Et ça nous a
c'était une preuve comme de quoi que lorsqu'on a des masques de tissu, c'est bon, mais ce n'est pas aussi bon que des masques que les docteurs utilisent, surtout lorsqu'on parle de virus. Donc, les particules physiques ici sont importantes. Il y a aussi, bien sûr, des personnes qui ont utilisé de la ouate. De la ouate, c'est ces petites fibres blanches qu'on utilise, et c'était une façon de pouvoir garder certaines particules. Donc, si nous avons des inondations et on veut avoir de l'eau potable, une des choses qu'on veut faire, c'est enlever les particules qui sont physiques. Donc, quelquefois, on peut avoir une eau qui peut être brunâtre et on peut se retrouver avec une eau qui se retrouve beaucoup plus claire. Et donc, ça fonctionnait énormément. Par contre, il y a aussi les produits chimiques qui sont dissous dans l'eau. Alors, ici, dans l'eau qu'on a utilisée, on a remarqué qu'elle était un peu acide. Ça venait de petits ruisseaux. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? C'est qu'on a ajouté des petits cailloux, comme ceci, de marbre. Et on a remarqué que lorsqu'on a des petits cailloux de marbre, ceux-ci permettaient de neutraliser un petit peu l'acide qu'il y avait dans l'eau du ruisseau. Donc, ça nous permet de pouvoir baisser l'acidité de l'eau. En passant, nous n'avons pas goûté l'eau. Nous avons utilisé des appareils pour vérifier le pH. Donc, le pH passait peut-être de 6,5 et on se retrouvait à peu près à 7,2 comme ceci. Donc, plus neutralisé. Et en passant, la semaine passée, Chiffre Alphabet avait une question sur le pH et je l'avais installé sur YouTube et j'avais oublié de le mettre public. Donc, juste avant notre live, j'ai mis cette portion de vidéo. Donc, Chiffre Alphabet, tu peux aller revoir celle-ci. Et il me reste à faire l'image de présentation de cette vidéo. Donc, le pH, la quantité d'hydrogène dans l'eau, ou la proportion d'hydrogène dans l'eau, où cette acidité est neutralisée ici. Une autre chose qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle du charbon qui est actif. Du charbon actif, c'est une matière où on leur a donné une petite charge pour qu'ils puissent attirer certains métaux, certains ions de métaux dans l'eau. Alors, si on ajoute, voyons voir si j'ai du noir, un peu de charbon actif a permis d'enlever certains ions de fer, par exemple, qui a enlevé, il y avait une petite couleur qui était un petit peu rosée. Ça enlève aussi d'autres particules, un peu comme certains phosphates, certaines autres molécules ou des ions dissous dans l'eau. Donc, ça permet d'utiliser la chimie pour enlever certaines particules dans l'eau. Si vous buvez de l'eau, que ce soit de l'eau Perrier ou de l'eau de source, regardez sur la bouteille, vous allez voir, on mentionne les particules ou les ions à l'intérieur de l'eau. Parce que c'est quelque chose qu'on suit pour s'assurer que ce soit sécuritaire pour les humains. La troisième partie ici, c'est la biologie. La biologie parce qu'à l'intérieur de l'eau de ruisseau, il y a toujours des micro-organismes qui y vivent. Il peut y avoir des bactéries. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces bactéries, lorsqu'ils entrent dans notre corps, peuvent affecter l'équilibre de notre corps, peuvent nous affecter, peuvent affecter le système digestif et on peut être malade. Il y a d'autres maladies qui peuvent entrer aussi dans notre corps. Donc, si on veut filtrer l'eau, c'est important de s'occuper des particules physiques, d'éliminer certains ions ou éléments dans l'eau qui peuvent être dommageables pour nous, mais aussi enlever ou tuer les bactéries qui sont dans l'eau. Ici au Canada, nous utilisons le chlore. On utilise le chlore parce que le chlore, la propriété, c'est qu'il va tuer les organismes vivants dans l'eau.
Donc, c'est pour ça que souvent, on utilise le chlore dans les piscines publiques. On les utilise dans les infrastructures d'aqueduc des villes. Alors, s'il y a des bactéries à l'intérieur de l'eau, ceux-ci sont tués de façon à ce que ça n'affecte pas les gens. Ça veut dire que si vous prenez de l'eau du robinet et que c'est chloré, on finit par boire des bactéries, mais ces bactéries sont mortes, donc ça ne nous affecte pas. Donc, lorsqu'on regarde cette eau de robinet qui est limpide, ce n'est pas qu'il n'y a rien à l'intérieur de cette eau. C'est qu'il y a toutes sortes de choses, mais l'effet est diminué par le chlore ou autres produits chimiques à l'intérieur. Dans notre classe, nous n'avons pas enlevé le côté biologique des bactéries parce qu'avec le filtre qu'on avait, on ne pouvait pas le faire et souvent on a besoin de chimie pour tuer les micro-organismes. Donc, dans mon laboratoire, nous n'avons pas bu l'eau après l'avoir filtrée. Par contre, chose intéressante, j'ai gardé une quantité d'eau et mon but la semaine prochaine, c'est que j'espère, sous le microscope, voir des micro-organismes. Donc, mon but cette semaine avec ma classe, c'est de regarder sous le microscope et voir, pouvons-nous voir des micro-organismes qui sont vivants? Ce serait intéressant de voir. Donc, si on a un endroit où il y a des inondations, Pakistan, France, ou peu importe où on est autour de la planète, il faut s'assurer que l'eau potable, on enlève les particules qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça ne rend pas l'eau agréable. Le côté chimique pour s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité pour notre corps et certaines bactéries qu'il peut y avoir. Donc, quelquefois, lorsqu'il fait très, très chaud et il y a des inondations, il y a quelquefois des maladies qui peuvent arriver, comme par exemple la malaria ou autre. C'est que lorsqu'il y a beaucoup d'eau, il y a aussi beaucoup d'insectes et beaucoup d'insectes qui peuvent transporter des maladies. Mais en plus, lorsque l'on boit l'eau de l'environnement qui a des bactéries, ça peut affecter à l'intérieur de nous notre système digestif et en fin de compte, ce n'est pas bon du tout pour les humains. Alors, ça ici, c'est un petit filtre qui ne coûtait pas cher et on s'est occupé de quelques parties. Et la question, c'est, avec les connaissances que nous avons, est-ce possible de faire des systèmes de filtration d'eau qui fonctionnent bien? Je sais que ici, près de la maison, il y a une compagnie qui vend, c'est comme des petites bonbonnes à peu près grandes comme ceci, où l'eau du robinet va passer et va enlever certaines particules qu'on ne veut pas. Je connais des personnes qui... Alors, je me rappelle, quand j'ai commencé à enseigner, je vivais dans une maison où, lorsqu'on utilisait l'eau du robinet, c'était un puits et l'eau, lorsqu'on la regardait, il y avait un petit côté rouge et il y avait une petite odeur de soufre parce que le puits prenait l'eau dans un endroit qui donnait cela. Ce n'était pas mauvais pour la santé, on a fait tester l'eau. Par contre, lorsqu'on voulait faire le lavage, le blanc devenait un petit peu rosé. Donc, il fallait aller à une autre ville pour faire le lavage. Donc, ça arrive ici. Si on va dans certains territoires où les accès à l'eau sont moins bons, certaines réserves autochtones, certains endroits où il y a peu de routes qui y vont, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Et je pense qu'il y a des options qui sont fantastiques. Donc, bien sûr, on peut avoir des petits modèles, mais ce qui serait intéressant, c'est de trouver des sujets. Et je sais qu'il y a, General Electric en fait, il y a plusieurs compagnies qui font des... habituellement, c'est comme dans un conteneur. C'est tout un système où il y a tout un système de filtration d'eau. Donc, il y a une pompe qui pompe l'eau de l'environnement, ici, et il y a de l'autre côté de l'eau potable. Par contre, la question c'est, pour faire fonctionner ceci, habituellement, on a besoin d'une source d'énergie. Et la question c'est comment est-ce que l'on peut maximiser l'aide qu'on peut donner aux personnes. Donc, voyons voir si je peux en faire un petit container comme ceci.
Voilà. Donc, ce sont des petites unités qu'on peut transporter par hélicoptère s'il n'y a pas de route. L'idée, c'est que on peut avoir un système comme ceci, mais il faut de l'énergie. Donc, serait-ce possible d'utiliser le solaire pour faire fonctionner ceux-ci? C'est une bonne question. Si on utilise les combustibles fossiles qui fonctionnent très bien, ça fait un peu de pollution, mais il faut transporter ces quantités de combustibles fossiles pour les faire fonctionner. Et s'il n'y a pas de route, ce n'est pas évident. Donc, si on pourrait transporter ceux-ci de façon par hélicoptère, on peut les emmener. S'il y a des bris, on peut en amener un deuxième, on peut les remplacer et venir les faire réparer à un endroit où c'est plus facile. Parce que souvent, on peut emmener des technologies pour aider, mais si nous n'avons pas, s'il n'y a pas les travailleurs ou les personnes qualifiées pour entretenir ces appareils, ce n'est pas évident et il faut trouver un moyen. Le solaire peut être une excellente façon. Par contre, si on pense au nord du Canada, donc certaines réserves autochtones sont plus au nord, l'accès au soleil n'est pas toujours évident, surtout si on va dans le Grand Nord et il fait peut-être, il y a des moments de l'année où il peut faire 20 heures de soleil durant la journée, mais durant l'hiver, il arrive qu'il n'y a pas de soleil du tout. Donc, ça, c'est une limite qui doit être considérée. Voilà. Quelque chose qui est intéressant, la semaine passée, on a parlé de réacteurs nucléaires. Alors, il y a 2 réacteurs nucléaires qui ne sont pas loin de chez nous. Et je leur demandais si on planifiait construire d'autres grands réacteurs. Et ils m'ont dit que cette idée de grands réacteurs ne faisait pas partie des plans. Par contre, ils voulaient faire ce qu'on appelle des micro-réacteurs. Alors, qu'est-ce que c'est un micro-réacteur? Donc, j'ai discuté avec la personne et l'idée, c'est on aimerait pouvoir, comme ceci, faire des réacteurs qui sont les dimensions d'un container avec une borne positive et négative. Ça, c'est simplifié, bien sûr, de façon à ce qu'on puisse utiliser le nucléaire de façon contenue. Comme ça, c'est sécuritaire pour les personnes qui sont là, qui peuvent donner une certaine quantité d'énergie. Maintenant, ça, c'est pas pour faire fonctionner les infrastructures de villes de 100 000 personnes. Mais si nous sommes dans un endroit qui est très éloigné, où c'est une petite ville qui a 100, 200 ou 500 personnes, une petite source d'énergie peut fonctionner. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que s'ils sont plus petits, ils ont besoin de moins de fission nucléaire. Donc, ce qu'ils espèrent un jour, c'est que l'uranium utilisé pour les grandes centrales, une fois qu'ils ont retiré ou ils ont utilisé l'énergie disponible pour les grands réacteurs, peut-être qu'on pourrait utiliser cet uranium qui a beaucoup moins d'énergie dans des modules qui sont plus petits, avec lesquels il y a moins de danger. Ça, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on va faire dans le futur. Donc, en Ontario, on espère pour 2030 avoir un micro-réacteur qui sera assez grand quand même, mais ça, c'est quelque chose qui sera utile. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui essaient de faire ceci. La difficulté, par exemple, c'est que c'est des technologies qui utilisent l'uranium. L'uranium est disponible. Par contre, à cause que c'est une matière qui est dangereuse, qui peut être utilisée au militaire, c'est un peu difficile. Par contre, ce sont des options qui sont possibles. Donc, l'idée, c'est penser. Quelqu'un pourrait faire une compagnie et de faire des containers qui produisent ou qui filtrent l'eau de façon efficace, de façon que ce ne sera pas difficile de faire fonctionner, de façon qu'il n'y ait pas trop de possibilité de briser, parce que lorsqu'on est très éloigné, cela n'est pas évident. Mais disons que prenons une ville, prenons Toronto. Nous avons une compagnie qui fait ceci. Imaginez si on pouvait trouver une façon qui les fait fonctionner très bien. On peut les emmener où on veut
lorsque c'est nécessaire. Et lorsque ce n'est plus nécessaire, on les ramène. Et donc, quelques personnes disent, on veut aider l'humanité. On peut envoyer de la nourriture, on peut envoyer des médecins. Et imaginez si on pouvait envoyer facilement des filtres à eau qui sont efficaces. Ça pourrait changer complètement la façon qu'une population à certains endroits peuvent surmonter les défis. Donc ça, c'est un défi que vous avez pour vous. Et puisque tout le monde boive de l'eau, tout le monde a besoin d'eau, et que la population augmente, il n'y a aucun doute que c'est un modèle d'affaires qui peut fonctionner. Il reste à savoir ce que vous allez faire sur ceci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ça m'a fait plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. N'hésitez pas d'aller faire un tour à l'extérieur et observer ce qui vous entoure de façon à ce que la semaine prochaine, vous allez pouvoir emmener vos questions. Et si vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires parce que je suis ici pour répondre à vos questions avant tout et faire des séances avec vous le samedi et en rediffusion. Alors sur ce, passez une excellente semaine. Je vais mettre un lien ici à une autre vidéo qui sera intéressant. Tiens, je vais mettre peut-être la vidéo sur le pH de la semaine passée. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que nous avons dit sur celui-ci. Alors sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.